Bhopal en Inde, nuit du 3 au 4 décembre 1984. Que s'est-il passé? Seveso, en Italie, 10 juillet 1976. Que s'est-il passé? Tchernobyl, ex-URSS, région d'Ukraine. Que s'est-il passé le 26 avril 1986? Genève, Suisse, 8 novembre 1984. Pour ceux qui auraient des doutes. Que s'est-il passé? Et là, je pourrais en parler en détail, parce que j'étais à Genève ce jour-là et je m'en souviens parfaitement. Toulouse, France, AZF, 21 septembre 2001. Que s'est-il passé? Et là, on pourra soulever quelques questions. Los Alfaques, province de Tarragone, Espagne, 11 juillet 1978. Que s'est-il passé? Et là aussi, je m'en souviens parfaitement parce que j'étais dans la région. J'allais faire 14 ans quand ça s'est produit. Donc les images sont encore claires. Vous l'avez compris, on va parler des catastrophes naturelles, industrielles, prévisibles, imprévisibles et de nos plans d'évacuation. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur les Chroniques de la Bête Sauvage et on va faire une analyse ainsi qu'une projection de ce que l'on peut faire en cas de risque présumé ou de catastrophe. Surtout qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de choses qui se produisent et qu'il est toujours bon de savoir comment réagir dans certaines situations. La première des choses dont il faut parler, c'est votre environnement. Est-ce que vous êtes dans une ville? Est-ce que vous êtes à la campagne? Est-ce qu'il y a des industries qui sont proches? Est-ce qu'il y a des failles géologiques? Est-ce que l'environnement dans lequel vous vous trouvez peut être sujet à une catastrophe? Je prends le cas de la Suisse, que je connais bien. On a un barrage qui s'appelle la Grande Dixence. Et donc, si la Grande Dixence lâche, on se retrouve avec 1 mètre d'eau à Genève. La Grande Dixence, c'est en Valais, c'est loin. Alors, connaissez votre environnement. S'il y a des centrales nucléaires aussi, c'est important. L'accident peut se produire. Les causes naturelles, typiquement, vous avez un tremblement de terre qui se produit. C'est quelque chose qui se produit régulièrement sur la planète. Les plaques tectoniques bougent, ça fait des frottements. Et donc, ça induit des tremblements de terre, entre autres, ou des nouveaux volcans, ou des volcans qui deviennent plus actifs. Bref. Alors, il faut d'abord faire une carte des risques de l'endroit où vous vous trouvez. Risque naturel, période de crue, par exemple, si vous avez une rivière à côté de vous, est-ce que cette rivière est connue pour faire des crues? Quelle a été la crue la plus haute? Est-ce qu'il y a eu des changements depuis? Est-ce qu'il y a eu des améliorations?
Il y a eu de forts dégâts en France avec des crues. Je n'ai plus les noms des villes, mais vous pouvez facilement retrouver ça. Donc, une fois que vous connaissez votre environnement, vous pouvez regarder quelles sont les voies d'évacuation. Alors, par voie d'évacuation, par exemple, si vous avez un barrage qui est relativement proche, normalement, les autorités ont dû vous informer d'un point qui est plus haut que le barrage, si ce dernier lâche, afin de vous mettre en sécurité. Si je me souviens bien, il y avait eu un barrage en France qui avait lâché, je crois que c'était Malpasset, il faut que je vérifie. J'ai été voir, il restait plus rien. Plus une trace. Et sa maman? Elle est morte. Nous sommes le 5 décembre 1959. 3 jours plus tôt, à 21h13 exactement, des pluies diluviennes s'abattent sur la région du Var. La ville de Fréjus est soudain plongée dans le noir, puis un énorme grondement se fait entendre. Le barrage de Malpasset, construit 5 ans plus tôt, a cédé. Effectivement, il s'agit bien du barrage de Malpasset qui a lâché le 2 décembre 1959 en France. En fait, tout ça pour vous dire que majoritairement, les catastrophes sont le fait de l'être humain. Pour moi, le risque le plus important, ce sont les catastrophes industrielles. Dans toute la série de catastrophes que j'ai nommées auparavant, toutes ces catastrophes ont eu lieu suite à une succession d'événements, des manœuvres qui ont été mal effectuées, des négligences qui ont été accumulées. Et donc, c'est quelque chose qui est prévisible et imprévisible à la fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'humain travaille sur des produit ou fait des modifications dans la nature, cela entraîne des risques. Ces risques peuvent être contrôlés, peuvent être acceptés ou peuvent être négligés. Dans les catastrophes de Bhopal, ça a été des négligences. Le mauvais entretien du matériel, la mauvaise formation du personnel, des chefs d'équipe qui ne prennent pas les décisions adaptées, ou alors tout simplement des gens qui décident de ne pas communiquer parce que ça met leur poste en péril. C'est ce qui s'est produit à Bhopal. J'ai parlé aussi de Tchernobyl, vous l'avez connu. Vous savez que le nuage s'est arrêté à la frontière française parce qu'il n'avait pas de papier en règle. Par contre, en Suisse, on a été assaisonné. On détecte encore de la radioactivité de nos jours. Donc imaginez-vous ce qu'on a reçu et que les autorités n'ont jamais communiqué. Le drame de Seveso a poussé les autorités à prendre des décisions au niveau européen et à définir certaines normes, certaines manières de procéder pour un certain type d'accidents industriels où les sites, aux endroits où ils doivent se trouver, les normes. Donc il y a des progrès qui ont été faits. Je vais parler de Los Alfaques. En fait, donc j'étais en vacances en Espagne lorsque ça s'est produit. Je me souviens, il y a eu un balai d'ambulances, de gens qui sont partis pour aller aider. Los Alfaques, ce qui s'était produit, c'est qu'un camion chargé de gaz explosif avait été mal rempli. Il y avait un problème au niveau de la soupape de sécurité, si mes souvenirs sont bons. Et en arrivant devant le camping de Los Alfaques, il y a eu une première explosion. Le gaz est sorti, il a tout brûlé aux alentours, mais il a déclenché des explosions en série avec les bonbonnes de butane, propane qui se trouvaient dans le camping. Ça a été quelque chose d'absolument horrible. Vous pouvez regarder sur Internet et si vous trouvez le film qui s'appelle Tarragona, vous verrez toute la genèse du problème et ses conséquences. Typiquement, dans ce genre de situation, vous ne pouvez rien faire parce que c'est absolument imprévisible et vous allez être emporté avec. Bon, ça fait partie des risques de la vie. Ce qui est intéressant à développer, c'est d'avoir votre bob
ou sac d'évacuation, si vous préférez en français, un par membre de la famille, qui contiennent de quoi se débrouiller durant 3 jours au minimum. Et il y a aussi le sac, ce qu'on appelle in case of no return, si on ne revient pas à la maison, qui doit contenir encore d'autres choses, mais qui fera l'objet d'une vidéo séparée. En fait, si on regarde ce qui s'est produit à Tchernobyl, les gens ne sont pas partis au départ. Il a fallu attendre en ordre du Soviet suprême, qui a été remonté donc depuis les instances de contrôle qui étaient à Tchernobyl, instances politiques, qui ont remonté toute l'information pour qu'une décision soit prise pour évacuer les habitants de la ville. Alors, il faut savoir que Tchernobyl était une ville qui était riche, qui avait énormément d'activités puisqu'il produisait énormément d'énergie. Et à côté de Tchernobyl, il y avait aussi des radars qui étaient utilisés pour prévenir et détecter les missiles intercontinentaux. Mais ça, on peut en parler un petit peu plus tard. En fait, les autorités n'ont pas procédé à une évacuation des gens par les voies normales. Ça a été un envoi massif d'autobus et les gens partaient de chez eux avec une valise. Donc il faut bien se rendre compte que si on tombe dans un cas de contamination nucléaire, en France, en Espagne, en Suisse, il n'y aura pas forcément d'alerte tout de suite et l'évacuation ne se fera pas par vos propres moyens, vous serez pris en charge. Alors, face au risque nucléaire, vous pouvez avoir un compteur Geiger qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui va se déclencher s'il détecte une modification importante de la radioactivité. Il y en a des pas très très chers sur Amazon, ça vaut la peine d'en avoir. De mon côté, j'en ai un matériel russe, un Radex, qui va très très bien. Et je ne le prends pas toujours avec moi, c'est-à-dire que j'accepte une part de risque. Donc pour évacuer, si votre détecteur de radioactivité se met en fonction, vous allez mesurer une certaine radioactivité. À vous d'estimer si c'est un incident mineur ou un incident majeur. Vous avez tout un tas d'informations qui se trouvent sur Internet. Google est votre ami. Il suffit de chercher pour déterminer les taux qui sont dangereux ou qui sont acceptables. Donc voilà, il faut savoir que tout ce qui est marchandises radioactives est transporté habituellement dans des trains. C'est escorté, c'est surveillé. Typiquement en France, il y avait eu des manifestations, ils avaient arrêté les trains qui transportaient les déchets nucléaires, déchets qui sont vitrifiés et qui sont stockés. À une époque, on balançait ces déchets dans des conteneurs étanches dans la mer. Bref, il y a plein de possibilités. À partir du moment où donc cette alarme est déclenchée chez vous, vous allez partir. Donc il faut que vous ayez un plan minutieux qui vous permette de mettre en sécurité votre lieu d'habitation, c'est-à-dire couper l'eau, couper l'électricité, couper le gaz, de manière à éviter une détérioration de votre lieu de vie si vous allez y revenir plus tard. La nourriture qui est congelée, vous allez la perdre. Ça fait partie des choses acceptables. Mais vous pourrez partir avant les autres et avant qu'un blocage se mette en place. Il faut savoir que depuis la pandémie, appelons ça comme ça, de 2020, les autorités ont parfaitement peaufiné leur méthode de blocage des routes. Donc ce qui va être bloqué en premier lieu, ce sera les autoroutes, puis les routes principales, départementales, ce genre de choses. Et après, je ne sais pas s'ils auront forcément les effectifs nécessaires, les routes secondaires. Oui, je suis dans l'axe d'atterrissage de l'aéroport, donc j'ai droit aux avions qui font du bruit. Pouvoir évacuer implique d'avoir un véhicule en état de marche et aussi d'avoir un minimum de carburant pour vous éloigner.
Pour ma part, je descends jamais au-dessous de 75% et je dispose d'une réserve de carburant qui me permet de parcourir environ 1200 km, 1000 à 1200 km. Donc voilà, ça c'est ma préparation. Est-ce que je pourrais faire cette distance pour m'éloigner? Peut-être, peut-être pas. Mais au moins, la préparation elle est faite. J'ai les sacs d'évacuation, j'ai le sac in case of no return si je ne dois pas revenir. C'est une préparation qui vous permet de gagner du temps. À partir du moment où vous savez où vous allez, de quelle distance vous vous éloignez, vous avez déjà un calcul au niveau des horaires. Vous savez combien de temps il va vous falloir pour atteindre tel point en passant par tel ou tel autre endroit. C'est toujours important de prévoir plusieurs voies d'évacuation et de connaître son terrain. Lorsque le tsunami a frappé Fukushima au Japon, il a fallu évacuer 45 000 personnes. C'est énorme. Une fois de plus, les autorités ont agi de manière à faire partir les gens par autobus, en groupe. Mais il faut penser que les Japonais sont, comment dirais-je, typiquement les Asiatiques sont beaucoup plus structurés que nous et ont une attitude de fonctionnement de type fourmilière. C'est-à-dire que l'individu n'a pas forcément beaucoup d'importance, c'est le groupe qui compte. Alors qu'en Europe, on a prôné un individualisme forcené, et c'est l'individu qui compte. Et en définitive, ça va créer un bordel pas possible. Alors, si on prend une centrale nucléaire qui se trouve pas très très loin de Lyon, qui pose un problème, est-ce qu'on pouvait évacuer Lyon? Oui ou non? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que au niveau économique, l'impact sera énorme. Au niveau psychologique, les gens vont entrer en panique aussi. Et on va peut-être jouer la carte du temps, voir comment soufflent les vents, si on peut faire sortir la population par petites tranches sans créer de panique. Il y a plein de possibilités. Par exemple, à Genève, lorsque nous avons eu donc, le problème chimique, avec le brome qui s'était échappé, un nuage de brome sur tout Genève. Je me souviens, moi j'étais à l'extérieur, je vois les voitures de police qui passent avec les sirènes, la police avec les masques à gaz, et donc des ordres qui étaient donnés pour que les gens restent à la maison, n'ouvrent pas les fenêtres, et pour que les gens qui se trouvent à l'extérieur se réfugient dans les grands magasins dont les portes extérieures étaient fermées. En fait, normalement, vous avez des passages ouverts. Là, non, les portes avaient été fermées, vous pouviez rentrer, sortir, mais c'était recommandé de rester dedans. Et en fait, ça a duré quasiment une demi-journée, le temps que le nuage soit dissipé par les vents. Il n'y a pas eu de panique, en fait, les gens ont pris ça plutôt à la rigolade. Donc, mais une fois de plus, ça dépend de la population. Alors, ce qui concerne les incidents chimiques, si vous n'avez pas de détecteur de produits chimiques, et ça coûte très très cher, qui permettent de détecter des gaz, des substances, je vais me renseigner un petit peu plus là-dessus, je vous donnerai plus d'informations par la suite. Ce type d'appareil va vous donner un niveau de risque. C'est ce qu'on utilise dans les aéroports, par exemple, pour détecter si vous avez été en contact avec des explosifs, de la poudre, etc. Tout ce qui pourrait poser un risque de sécurité à l'intérieur d'un avion. Donc c'est très très rigolo de les faire sonner. Il y a des techniques pour ça. Donc, à partir du moment où vous avez une alerte chimique, vous allez mettre votre masque à gaz. Vous pouvez acheter des filtres, ce qu'on appelle les ABEC, qui sont très très bien, qui sont très efficaces, qui sont utilisés dans le milieu industriel. Et puis, voilà, vous pouvez partir évacuer votre domicile
de manière tranquille. Alors, est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut évacuer? Une fois de plus, la question est compliquée. C'est-à-dire, est-ce que vous avez confiance dans vos autorités? Pour ma part, j'ai vu comment ils ont géré les choses. J'ai totalement perdu confiance dans mes autorités, autant en Suisse qu'en Espagne. Alors, bon, et puis on a vu Tchernobyl, on a vu Fukushima, on a vu Seveso, on a vu Bhopal. Les catastrophes, lorsqu'elles se produisent, on va toujours tenter de minimiser la chose. Alors, est-ce que vous avez le temps d'évacuer? Première question. Est-ce que le risque est immédiat à côté de vous? Et à ce moment-là, c'est ce qu'on fait du bug-in, on va se réfugier, comme on a fait en Suisse, à Genève, lors de la fuite de Brome. Vous restez à la maison pour vous protéger. Difficile de répondre. C'est à vous de voir et de prendre la décision. Par exemple, en Suisse, en tout cas à Genève, lors d'un événement de ce type-là, les élèves sont confinés dans les écoles, dans les collèges, dans les universités, de manière à ne pas s'exposer. Alors, si vous avez des enfants, vous pouvez avoir décidé d'un point de retrouvailles, d'un point d'attente, ou simplement vous irez les chercher à l'école. Mais il est possible que l'école soit fermée et que vous ne puissiez pas rentrer. Donc, c'est toujours difficile de savoir comment on va agir. En définitive, il faut que vous fassiez un plan d'action pour chaque personne de votre famille, que ce soit à l'école, sur le lieu du travail, à la maison, à l'extérieur, des points de regroupement auxquels vous passerez, des moyens de communication. Il faut bien vous rendre compte d'une chose, quand il y a des événements de ce type-là qui se produisent, les réseaux de communication sont totalement saturés. Ça, je l'avais vécu le 31 décembre 1999, lors du passage à l'an 2000. Le réseau des téléphones mobiles, bon, il n'était pas aussi développé qu'à l'heure actuelle, c'était des technologies différentes, mais le réseau était tombé en rade, totalement. En tout cas, Genève et tout ce qui était la Suisse romande, on n'arrivait pas à communiquer, vous n'aviez pas de ligne parce que tout le monde essayait de communiquer en même temps, il y avait eu certains problèmes, il y avait aussi tous les messages que les gens s'envoyaient pour se souhaiter un bon millénaire, on voit ce que ça a donné. Et donc, vous ne pourrez pas forcément communiquer. Bon, maintenant, il y a la 4G, enfin 3G, 4G, LTE, etc., c'est pas important. Il y a des méthodes alternatives aux SMS et aux appels téléphoniques, il y a le WhatsApp, il y a Signal, il y en a d'autres. Mais est-ce que cela fonctionnera? Impossible de le dire. Est-ce que les autorités tireront la prise pour éviter de communiquer, pour éviter d'augmenter la vague de panique? C'est possible. Ça fait partie des stratégies, hein. Tout ça c'est prévu, il y a des gens qui planifient, ils sont payés pour faire ça. Au niveau du gouvernement, au niveau des armées, est-ce qu'ils vont mettre ces plans en action? C'est pas sûr. Il y avait des plans qui existaient concernant les pandémies, et puis ils n'ont pas été appliqués. Donc, une fois de plus, prévoyez des méthodes alternatives de communication. Peut-être des pagers, je ne sais pas si ça existe encore, il faudrait que je me renseigne. Et puis vous pouvez très bien avoir un PMR 446 avec vous. Il y a les nouveaux, il y a les DMR, il y a ceux qui ont 16 canaux au lieu de 8. Donc vous pouvez prévoir tout ça. J'arrête parce qu'il y a un avion qui passe et c'est embêtant. Concernant les pagers ou les PMR 446 ou les DMR 446 qui sont très pratiques aussi, en fait, avec les pagers, vous pouvez convenir d'un code avec votre famille et ce code signifie par exemple un regroupement à tel endroit, dans combien de temps. C'est facile à mettre en place. À l'époque, avec mes amis, on avait des pagers si on devait se contacter avec toute une série de codifications parce qu'on voyait 24 lettres alphanumériques, lettres et chiffres alphanumériques,
Et ça correspondait donc à certaines décisions, à rappeler maison, rappeler tel numéro, se retrouver à tel endroit, à telle heure. C'était donc une méthode assez simple. Avec les DMR, vous avez la possibilité d'envoyer aussi des messages à votre groupe. C'est-à-dire que vous pouvez définir des messages qui seront transmis uniquement aux membres du groupe que vous aurez créé. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est très discret. Vous recevez comme un SMS, vous pouvez le voir. Et agir en conséquence, ça consomme très peu d'énergie puisqu'on est en attente. Ou alors, vous pouvez avoir le DMR ou le PMR simplement et vous communiquer pour dire, écoute, selon code 27, le code 27, ça signifie que vous sortez de l'endroit où vous vous trouvez et puis que vous vous retrouvez à la maison. Il y a plein de possibilités, ça c'est à vous de vous organiser. Si vous vous souvenez, au Liban, on a eu droit à une explosion absolument monstrueuse à cause de nitrates qui avaient été stockés dans des conditions inadéquates, on va dire ça comme ça. Et on a vu les dégâts que ça a pu faire au niveau de la ville, au niveau de Beyrouth. Oh my God! 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 هبنا حظا من دعاء Alors, une fois de plus, dans ce genre de situation, est-ce que vous pouvez évacuer? Non, parce que tout le monde a été pris par surprise. La quantité de blessés a été énorme, hormis les quelques morts. Évacuer après, oui. Utile, je ne sais pas. Il faut savoir que le cas du Liban est particulier puisqu'ils ont énormément de problèmes financiers, de restrictions au niveau de la disponibilité des carburants. Donc une fois de plus, il y aura ceux qui ont les moyens qui pourront partir et ceux qui n'auront pas les moyens qui resteront coincés à l'endroit jusqu'à ce que les autorités les évacuent ou pas. On a encore un autre cas de figure, l'opération spéciale qui a lieu à l'heure actuelle en Ukraine et qui a généré une quantité énorme de réfugiés qui sont partis côté russe aussi, parce que ça on ne le dit pas, mais c'est une réalité, et côté européen. Alors ceux qui sont partis côté russe pourront certainement avoir la nationalité russe assez rapidement et s'intégrer à la Russie, puisque de toute façon ils parlent la même langue et quasiment ça ne pose pas de problème. Et il est beaucoup plus intéressant de voir ceux qui sont partis venir se réfugier en Europe. Alors, on a plusieurs cas de figure. On a le cas de figure de tous ceux qui ont eu du pognon, et ça je le vois typiquement à Genève dans les centres de réfugiés pour ces braves gens. Des BMW mais pas des petites, des gros modèles, des Mercedes mais pas des petites, des gros modèles, le dernier iPhone, bref,
sont des gens qui ont de l'argent qui sont partis, une fois de plus. Des gens en âge de faire le service militaire. Ils ont payé pour traverser la frontière, bien évidemment. Mais c'est quand même intéressant parce que depuis l'Ukraine, ça fait environ, suivant les endroits, 4500, 5000 km pour arriver jusqu'en Suisse, à Genève. Pour des réfugiés, ça me paraît quand même beaucoup. Mais bon, il y a des filières. En plus de ça, donc actuellement, ces gens-là, tout au moins une partie, sont en train de s'organiser pour acheter du matériel militaire ou assimilé et à l'envoyer en Ukraine. Là, j'ai des informations qui me sont venues d'Angleterre. Il y a des choses que j'ai constatées en Suisse. On voit donc des réfugiés d'un certain âge qui arborent discrètement certains insignes utilisés par certains groupes de SS en 39-45. Mais c'est très très discret. Alors si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas le reconnaître. En fait, dans les réfugiés, vous avez toute une partie de gens qui se sont infiltrés. On va avoir des mafias supplémentaires, un trafic d'armes absolument énorme, ce qui va augmenter des risques. Mais bon, je m'éloigne un petit peu de l'évacuation. Oui, donc on a les évacuations en temps de guerre. C'est aussi les évacuations durant lesquelles on va perdre le plus de gens, tout au moins en 39-45, parce que les gens vont mourir sur les routes. Bon, les choses se sont modernisées à l'heure actuelle, mais vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où votre véhicule peut-être n'aura plus de carburant, où vous ne pourrez peut-être plus passer. Vous avez certainement vu ces images de films catastrophes américains où en fait les autoroutes sont remplies de véhicules. Il y a des pannes. Ça, même sans évacuation, je l'ai vécu en Espagne, du côté de Barcelone, lorsqu'il y a des grandes vacances ou des fêtes qui se profilent à l'horizon. Les gens partent, ils saturent les routes, et dès qu'il y a un imbécile qui n'a pas assez d'essence, qui tombe en panne, il va tomber en panne au milieu de l'autoroute. Ça va créer des bouchons monstrueux. Ouais, en pleine nature, on a des bestioles, donc ça va créer des bouchons monstrueux, et donc on ne pourra pas passer. Or, à l'heure actuelle, les services de secours, que ce soit police, pompiers, ambulances, dépanneuses, tout cela fonctionne normalement. Mais dans un cadre dégradé, ça sera beaucoup plus difficile d'y avoir accès. Donc imaginez-vous une autoroute sur laquelle vous êtes bloqué dans des bouchons, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Il faudra peut-être abandonner votre véhicule pour continuer à pied. Donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'une moto est utile, mais une moto, vous pouvez transporter vous-même, éventuellement une autre personne avec un seul sac de secours. Si vous avez un sidecar, ça posera problème. Sinon, vous avez le vélo, éventuellement avec une petite remorque, ou alors la marche à pied. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir toujours dans vos plans d'évacuation des directives pour savoir où vous allez aller, comment vous allez procéder, le temps qui va être nécessaire pour aller du point A au point B, du point B au point C, etc., que ce soit en véhicule, en voiture ou à pied. N'oubliez pas que vous pouvez avoir des problèmes avec tout ce qui est transmission 3G, 4G, donc vos cartes, vous n'aurez pas forcément accès. Autant les mémoriser ou avoir encore mieux des cartes papier, des chemins qui vous permettent d'aller à votre point de référence, point de rencontre ou objectif. Comme ça, vous aurez toujours une option. Et puis, le papier, ça prend pas beaucoup de place. Toujours avoir de l'argent avec soi, parce qu'effectivement, les cartes de crédit peuvent tomber en panne, le réseau peut tomber en panne, ou on peut débrancher une prise de manière à ne plus y avoir accès. Donc tout ça, ça doit se préparer minutieusement. Une fois que vos sacs d'évacuation sont prêts, que votre véhicule est prêt, toujours, comme je l'ai dit, avec 75% de dépôt rempli, il faut tester tout ça. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut le faire d'une manière amusante. Vous pouvez le faire avec des amis, vous pouvez le faire avec votre famille, avec vos enfants, avec des objectifs de manière à vérifier que ce que vous avez préparé
correspond à la réalité. Et le plus intéressant, en fait, c'est effectivement de prendre ces départs en vacances, ces veilles de fête, parce que vous allez vous retrouver dans des situations qui seront compliquées, mais sans risque, en définitive. Par contre, ça va vous permettre de vous entraîner face à une multitude de choses et à prendre des décisions. Voilà, vous vous retrouvez sur une autoroute qui est bouchée, votre décision, ça va peut-être être d'attendre 30 minutes, voir combien vous déplacez, combien vous arrivez à avancer, et peut-être de prendre la décision de sortir à la prochaine sortie de l'autoroute pour continuer sur une route nationale ou sur des routes secondaires. Ça peut être aussi de voir qu'une fois que vous êtes sorti, c'est pas mieux, mais vous allez rester dans un café, vous reposer un moment ou manger, histoire de communiquer avec vos amis ou avec votre famille si elle n'a pas pu partir, histoire de vérifier que le problème ne s'est pas étendu ou qu'il a été résolu. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir revenir en arrière. Donc, tout ce genre de choses, il faut faire un schéma. Je vous mettrai un PDF sur Patreon sur ce que moi j'ai prévu, les arbres décisionnels, les temps impartis pour certaines activités. Et ça permet effectivement de bien sérialiser les choses et d'éviter des erreurs. Parce que lorsqu'un événement qui nous pousse à partir se produit, il est évident que le niveau de stress va augmenter et que si on n'a pas testé les choses, si on ne les a pas drillées, on n'aura pas forcément les bons réflexes. Et même si on les a drillés, les réflexes peuvent être absents ou on peut être interrompu de plusieurs manières. J'arrête à nouveau parce qu'il y a un autre avion qui arrive. L'arbre décisionnel pour l'évacuation est quelque chose qui va vous éviter des erreurs, qui va vous rappeler tous les points à passer. C'est vraiment simple. Ça se présente sous la forme, vous avez un départ, un problème, pouf, problème communiqué. Là, vous notez l'heure à laquelle s'est produit le problème. Vous commencez à écouter les informations à la radio. Et puis, vous allez voir l'évolution. Si vous considérez qu'il faut évacuer, vous allez marquer l'heure à partir de laquelle vous allez évacuer. Et vous avez donc des losanges qui vous permettent de choisir oui, non, faire certaines actions. Et par rapport à ces actions, vous avez des temps impartis que vous allez créer vous-même pour savoir combien de temps il vous faut pour partir rapidement, sans rien oublier. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose de très utile. Cette feuille avec l'arbre décisionnel doit être faite de manière à ce que ce soit compréhensible par un enfant de 5 ans. Parce qu'il a été démontré qu'en cas de panique, de gros problèmes, de départ précipité, on perd des facultés intellectuelles. Et donc les ordres qui doivent être faits doivent être compris par un enfant de 5 ans. Si vous réussissez à faire ça, eh bien vous n'aurez aucun problème. Typiquement, fermer l'arrivée d'eau de la maison. Facile. Contrôler que tous les robinets soient fermés. Facile. Couper le gaz. Facile. Etc., etc. Donc tout ça, c'est protocolé. Et puis, vous êtes tranquille lorsqu'il faut vraiment agir. Parce que vous n'aurez pas vérifié tout ça. Vous savez exactement ce qu'il faut faire et vous le ferez. Pour terminer, à ceux qui ne sont pas sur Patreon, je vous recommande d'y venir parce qu'on va approfondir le sujet de manière vraiment importante et vous pourrez me poser des questions. En fait, comme j'étais un des chefs de l'APC à Genève, j'ai été bien formé à gérer ce genre de choses et je pense qu'une discussion sur Patreon permettra d'enrichir tout le monde de manière à gagner du temps, d'avoir des bons réflexes et puis donc d'éviter d'être pris par les événements lorsqu'une catastrophe se produit. Alors je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Ciao!